toutes et à tous. Bienvenue à cette deuxième journée de African Vision. Nous avions ce matin une première table ronde autour des défis de la production en Afrique, dans l'esprit de cette manifestation qui est donc celui à la fois de montrer, de mettre à l'honneur des films et des artistes, des réalisateurs africains, mais aussi de réfléchir ensemble autour de plusieurs tables rondes aux défis, aux dynamiques en cours en Afrique, sous le continent et dans la diaspora en termes de production, de formation, de distribution. Donc aujourd'hui, la deuxième table ronde donc, de la journée, c'est la fabrique du cinéma en Afrique, les défis de la formation. Et on a autour de la table Jotunda Wamunga, qui est partenaire d'African Vision, qui va, avec Adli Kosi, nous présenter, ou nous raconter un petit peu l'expérience des formations qui ont mené au Congo, Kinshasa, il y a quelques années, les ateliers Action, qui ont eu un rôle très important dans la dynamisation, disons, du paysage cinématographique au Congo. Et à dialoguer avec eux, on a Noémie Benayoun de l'ALCA et Olivier Donizo, producteur et aussi formateur, si je ne me trompe pas. La discussion sera modérée par Dragos Ouedraogo, qui vous connaissez peut-être déjà tous, qui enseigne ici anthropologie visuelle et qui donne des formations en anthropologie visuelle, en cinéma documentaire dans plusieurs endroits, et notamment au Burkina. Je laisse la parole à Dragos pour introduire davantage les invités. Bonne journée. Bonjour tout le monde. Et bonjour, chers invités. Voilà. Donc, la discussion va être autour de la formation sur les métiers du cinéma en Afrique. Bon, évidemment, ce sera l'occasion d'écouter des expériences diverses, des regards sur ces formations. Mais il faut savoir que sur le continent aujourd'hui, les choses ont bougé d'une certaine manière. Parce que si on veut faire un peu d'histoire, on peut se rendre compte que à l'époque coloniale, le cinéma a été introduit dans les pays d'Afrique, pas dans l'objectif d'y installer une industrie du cinéma, en termes de production, de construction de laboratoires, de formation des Africains au métier du cinéma pour eux-mêmes faire des films. Du coup, quand même, pendant cette période coloniale, on ne trouve pas des Africains qui ont la caméra, on ne trouve pas des Africains qui font des ingénieurs de son, on n'en trouve pas qui sont dans les différents métiers techniques du cinéma. Donc il y a un héritage assez handicapant au départ pour construire vraiment le cinéma dans ses différentes branches. Mais l'envie de faire du cinéma quand même a existé et s'est développée tout au long de ces années-là. Et on verra quelques Africains faire la formation à l'IDEC, l'Institut de développement des études cinématographiques à Paris, qui est l'ancêtre de la FEMIS aujourd'hui. Et on verra aussi certains aller faire des formations en Russie, à Moscou. Un des pionniers du cinéma africain, Samben Ousmane, a fait ses études de cinéma aussi à Moscou. Et donc les formations quand même se faisaient. Quelques personnes y avaient accès, mais ce n'est pas en Afrique. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une problématique endogène, c'est-à-dire arriver à concevoir la formation des Africains dans les métiers du cinéma en Afrique pour contribuer au développement de notre cinéma. Bon. Aujourd'hui, il y a des écoles de cinéma dans quelques pays. Voilà. Il y en a au Burkina, il y en a au Bénin, il y en a dans les pays d'Afrique du Nord. Certaines universités essaient d'avoir des départements de cinéma.
dans le cadre des départements arts et communication ou des études des médias. Il y a ces configurations aussi. Mais à côté de ça, il y a des initiatives prises par des réalisateurs, par des gens des métiers du cinéma, pour essayer de contribuer à ces déficits de formation. Voilà. Et l'expérience des ateliers dont vont nous parler les camarades de la RDC, ça c'est des expériences qui existent, qui se développent. On en trouve aussi quelque part dans d'autres pays d'Afrique. Au Burkina, il y a l'Institut supérieur de l'image et du son qui dépend du ministère de la Culture. Mais il y a aussi la structure Imagine qui a été mise en place par Gaston Kaboré, un réalisateur du Burkina, où se font des formations, mais des formations continues. C'est-à-dire à la carte, par des sessions. Donc ça peut être sur le son, ça peut être sur la lumière, ça peut être sur le cadrage. Et à ce moment-là, des gens qui sont déjà dans le cinéma peuvent y venir dans ces sessions de formation pour approfondir et améliorer leur travail en lien avec des professionnels qui sont invités pour encadrer ces formations. Donc aujourd'hui, dans les pays d'Afrique, on a une diversité de schémas mis en place pour la formation. Voilà. Donc c'est ce que nous allons examiner ensemble et puis essayer de voir ces formations, quels sont leurs contenus, qui y va, qui a accès et qu'est-ce que ça apporte comme valeur ajoutée au développement de la pratique cinématographique dans les différents pays d'Afrique. Voilà. Alors pour commencer, je pense que l'expérience de la RDC va nous intéresser et j'aimerais bien que nos deux invités puissent nous donner des informations et un éclairage sur non seulement les fondements de leur démarche, mais aussi en termes d'expérience pratique, comment ça fonctionne. Merci Dragos. Merci aussi pour la très belle introduction, en fait, qui résume beaucoup de choses. Bon, moi, je suis cinéaste et producteur, et comme beaucoup de cinéastes, mon premier souci était d'abord de me préoccuper de mon prochain film. Je suis arrivé aux formations un peu par accident et un petit peu par réponse à un problème. Donc, quand j'étais au Congo, donc dans les années 2001, on parle des années 2000-2001, c'était très compliqué. Lorsque la coopération a été relancée, il y avait aussi un programme de coopération en audiovisuel. Et donc je me disais, formidable, ces formations vont tout régler, il y aura de la main-d'œuvre, etc., etc. En fait, je suis arrivé à un endroit où finalement, programme bien financé, relance de la coopération, mais en fait, derrière le titre, quand je voyais ce qui était réservé aux étudiants, et puis j'ai assisté à quelques formations pour voir un peu comment ça allait, il y avait un problème. Alors moi, maintenant, en écoutant un peu l'introduction de Dragos par rapport au schéma historique, en fait, je me rappelle aussi de me dire, tiens, finalement, en fait, on fait tous ces schémas, mais au bout du chemin, il n'y aura pas des cinéastes indépendants. Il n'y aura pas des gens qui vont sortir de là avec un outil de cinéma qui sera à eux. Et donc, en tant que cinéaste, c'est un problème de se dire, bon, ok, je trouve ça bien, mais finalement, il n'y aura pas le résultat parce qu'il y a une forme de comment dirais-je, on fait un peu partie d'un syndicat de travailleurs et on doit penser aux travailleurs suivants, aux travailleurs à côté. Et donc, c'est de ce désaccord-là qu'il y avait avec le schéma de coopération que je me suis dit, je vais voir si je peux faire autre chose. L'autre chose, c'était d'abord de lire régulièrement les scénarios des uns et des autres. Mais d'abord, ça prend beaucoup de temps. Et puis, vous dites quelque chose à quelqu'un, et puis il n'entend pas, et puis ça ne fonctionne pas. Et en fait, c'est là que vient le souci d'une école, parce qu'il faut créer un cadre où vous parlez à plusieurs personnes en même temps, et puis ces personnes se parlent entre elles. Et le langage du cinéma qu'ils vont développer sera le leur, parce qu'en fait, une génération n'est pas une autre, comment dirais-je, il n'y a pas de... Je ne sais pas comment expliquer ça. Il y a quelque chose qui se passe qu'en fait, vous savez quelque chose, vous essayez de le transmettre,
avec les gens qui comprennent la même chose, un autre groupe va le recevoir et ils vont le développer. D'accord ? En peu de choses, c'était ça. Et donc, sur cette base-là, bon, comme je suis cinéaste, mais je suis aussi entrepreneur, j'ai commencé à chercher de l'argent. Et on m'a proposé de faire un film qui est une commande, hein, pour un documentaire. Et donc, j'ai demandé au bailleur, si au lieu de faire un film, je forme des gens pendant plusieurs mois et que vous avez 5 films après ça, est-ce que ça marche ? Il me dit oui, pas de problème. Ce type de flexibilité, c'est aussi l'Afrique. Il faut aussi reconnaître aussi que certains bailleurs, du fait qu'ils sont en Afrique, les guidelines de l'Europe ou de l'Occident, ils les mettent plus facilement de côté qu'ils ne le feraient ici. Et donc ça a été le contrat de départ, de se dire on reçoit de l'argent, on le transforme dans la durée et dans le temps, et là-dedans après sont les alliances avec différentes institutions, des écoles, des partenaires, des gens qui sont venus, et donc on a commencé cette formation et l'école un petit peu dans le chaos. D'accord. Mais le chaos produit aussi des résultats. D'accord. Et voilà, donc ça c'était un petit peu pour la phase d'introduction à cette école. Et pour vous donner pour vous donner un résumé, hein, d'accord. Donc en partant de cette école-là, qui s'est faite comme je vous l'ai dit, hein, commencé en 2006-2007, on est arrivé au film de fiction Viva Riva, qui est sorti en France 5-6 ans plus tard. Et en fait, à ma grande surprise, les gens qui ont été formés à cet endroit-là, en fait, sont les mêmes qui se sont retrouvés comme travailleurs et forces créatives pour faire avancer le film, qui fait que le film est aussi ce qu'il est dû à leur apport. Et ça, c'est fondamental, en fait, dans le sens où, finalement, penser que des gens n'ont... Comment dirais-je ? Penser que des gens n'ont rien, ce n'est pas vrai. Des gens ont un potentiel. Et la formation, en fait, ne fait rien d'autre qu'éclairer ce potentiel. Les gens prennent confiance, ils ont des outils. Et en fait, après, comme il y avait un film de fiction qu'on faisait, c'était l'occasion que leur talent se manifeste aussi dans le travail qui, entre guillemets, nous représente tous, en fait, à travers le film. Donc voilà. Ça, c'est pour ma partie un peu pour comment ce projet a commencé. Arlie, ma collègue, qui a été là du premier jour, pourra vous parler probablement d'autres choses dans ce mouvement-là. Oui, vous avez la parole. Oui, bonjour. Donc, ce que je peux rajouter concernant l'école ou l'atelier Action, donc, quelque part, comme je le disais tout à l'heure, ça a servi aux jeunes de comprendre un peu c'est quoi le cinéma en général. Parce qu'il y avait beaucoup qui rêvaient déjà faire le métier, mais ils n'avaient pas les moyens, ils n'avaient pas les opportunités. Et le peu qui étaient dans les télévisions ou dans la production, ils avaient accès à quelques matériels, mais sans pour autant savoir les utiliser comme il le faut. Et des fois, ils faisaient des choses sans savoir ce qu'ils font. Et pour eux, c'était un peu comme de la magie. J'ai appris à faire ça de moi-même, sans pour autant savoir que ça existe ou ça apporte un nom. Donc, l'école a servi que les gens puissent un peu, comme je peux dire, avoir un update, se remettre à jour et acquérir un niveau. Et il y a 2 ou 3 qui ont témoigné la dernière fois quand j'ai parlé avec eux. Au départ, pour nous, on trouvait que c'était trop dur, c'était trop carré. Mais aujourd'hui, ils sont là, ils se disent, c'est après qu'on a digéré, c'est après qu'on a compris. Et aujourd'hui, quand on fait nos propres films, quand on fait nos propres productions, on a compris qu'on a beaucoup appris. On a beaucoup appris et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est capable quand même de faire quelque chose qui est accepté sur le plan international. Donc, c'est un peu ça que je peux dire l'école ou l'atelier de cinéma a vraiment apporté ou apporte, surtout qu'on les avait mis dans les conditions d'apprentissage qui n'étaient pas que minimes, mais on a mis des professeurs qui étaient des professeurs qui donnaient cours en Europe, et c'est les mêmes qui sont venus les donner cours en Afrique pour qu'ils aient un niveau où qu'ils ne se sentent pas plus petits, mais pour nous c'était la connaissance qui était plus importante, quoi. Et qui venait à ces formations? Et comment... je suppose qu'il y avait une espèce de ruée vers la formation, donc vous avez dû sélectionner. Alors, comment vous avez organisé le recrutement de ceux qui venaient pour la formation? Alors, de manière très pratique, comment les choses se sont faites.
Pour relever quelque chose qu'Harly a mentionné, en fait, il y avait deux choses qui étaient importantes, c'est le matériel. Donc, le cinéma fonctionne d'abord par la technologie. Contrairement au théâtre, où on vient sur scène et on parle, le cinéma a une évolution permanente. Une des premières choses que j'avais remarquées quand je regardais les programmes de développement ou d'échange, c'est qu'au niveau technologique, c'était très en retard. On n'apprend pas à des gens en l'an 2000 travailler presque en VHS ou en bêta. C'était pas possible. Donc, une des premières choses qu'on a faites, c'est d'abord d'investir dans le matériel qui était le matériel de l'époque. Donc, c'était les Mac, c'était le Final Cut Pro, c'était tout ce qui était... Évidemment, le bailleur, quand il regarde ce que ça coûte, hein, quand il regarde la fiche, il dit ça coûte cher. Mais on ne va pas apprendre un cinéaste à travailler sur des machines qui datent d'il y a 5 ans ou 10 ans. Donc il faut le dernier Mac, il faut le dernier iMac, il faut le dernier programme, il faut la dernière caméra. Et donc tout ça coûte pas mal d'argent, mais si c'est bien véhiculé dans le budget, ça marche quand même. Et ça, pour venir après, quand on fait le deal, parce qu'en fait, il faut penser en producteur, de se dire, bon, on va me donner de l'argent, je dois produire un résultat, comment ça se met? Là où je pouvais avoir de la main-d'œuvre de qualité pour enseigner, plus aussi des gens qui ont le souci de transmettre, d'accord, c'est dans une école de cinéma. Donc j'ai été voir l'école de cinéma où j'ai étudié, et le directeur qui était un de mes anciens étudiants, je lui ai d'abord cité ce que je voyais être les problèmes à résoudre par rapport au Congo. Donc on n'a pas fait un copier-coller sur ce qu'on faisait à Bruxelles et puis ce qu'on va mettre à Kinshasa. J'ai adapté certains programmes que j'avais eus, moi-même comme étudiant. Je dis, ça va marcher au Congo, on fait ça a fonctionné. Et donc, on a recruté des enseignants qui correspondaient à ce programme-là. Et donc, la clé de ces formations, qui maintenant peut parler d'un premier succès, qui était en fait, c'est cet endroit où vous faites l'adaptation. Ça veut dire, c'est que comme c'est un transfert de savoir, hein, on va l'appeler ça comme ça, mais il faut transférer le savoir, mais l'adapter aux clients, qui sont les gens qui vont venir, et à ceux qui pourront en faire. La ruée vers l'or, d'accord, il faut l'arrêter. Ça, c'était une des premières choses qu'on faisait, c'était de ne pas... Donc, on faisait un concours, hein, donc Harly pourra vous parler, un concours pour sélectionner les gens, et puis aussi leur donner la confiance de se dire que c'est un processus démocratique, donc chacun va se mettre au mieux de ce qu'il peut, il a sa chance. On sélectionnait un premier groupe, et puis après, l'autre élément qui était le temps. Le cinéma prend du temps. Donc, il y a le temps de pouvoir travailler, le temps de se tromper, le temps de se relever et de continuer. Il y a ce temps-là, et puis il y a le temps de digestion, c'est que le travail est tellement intense, on ne peut pas demander aux gens d'accumuler autant de savoir sans leur donner une fois ou deux fois le temps de le digérer et de l'adapter à ce qu'ils sont. Et ça, justement, c'était un endroit important de se dire, OK, on va donner beaucoup de temps, et les gens vont perdre du temps, d'accord? Mais en fait, ils ne le perdent pas, ils trouvent de la force. Et donc, quand on sélectionnait un premier groupe, on leur donnait, je crois que c'était 8 semaines ou 12 semaines, je ne sais plus, de travail. Après, on retirait encore des gens de ce groupe. Donc, le groupe final était un groupe qui était assez réduit. Mais une fois que ce groupe était stabilisé, ils avaient plusieurs mois pour travailler. Ça, et voilà. Et le travail artistique demande du temps. Okay. Merci. Bon, on va continuer notre tour de table ronde. Et je m'adresse à Olivier, voilà, pour avoir son regard sur les questions de formation. Merci. Deux petits mots pour dire d'où je viens, parce que j'ai une expérience récente en Afrique et j'ai une expérience plus longue en France de production de documentaires et aussi de formation à l'écriture documentaire. Et c'est avec ce bagage-là que, depuis 2 ans, je suis associé à une société de production en Côte d'Ivoire qui s'appelle Les Films du Continent, où on développe des films, on coproduit des films. Ça fait 2 ans, donc j'ai déjà une observation sur tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Pas tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, mais comment le milieu évolue. Et puis aussi, j'ai la chance d'avoir 2 associés dans la structure qui sont Joël Akafou, qui sera peut-être parmi nous plus tard, et Laurent Bitti, qui sont tous les 2 enseignants à l'INSAC, à Abidjan, qui est l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle. Et en ayant pu être invité dans leurs cours, j'ai rencontré les étudiants, et je suis au courant de
où en est l'INSAC, qui a ouvert son école de cinéma il y a 3 ans. Donc on est sur un cycle LMD, donc l'année prochaine, ils vont ouvrir le Master 1. Et par ailleurs, je sais qu'il y a à l'université Félix Houphouët-Boigny un département cinéma, mais qui est vraiment voilà, comme le système universitaire, qui est moins une école pratique que un lieu de confrontation au cinéma, disons d'une manière plus théorique. Ça, c'est là d'où je peux vous parler. Et aussi une autre expérience qui, à mon avis, est importante, sur laquelle éventuellement Noémie pour apporter un autre regard, j'ai été une fois au Wagga Film Lab, qui n'est pas une école, mais qui est un endroit, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le Wagga Film Lab, ça doit être 5 ans d'existence, c'est un endroit où on accueille chaque année, pendant une dizaine de jours, 10 tandems producteurs-réalisateurs. Sur à peu près 150 à 200 candidatures, le Wagga Film Lab sélectionne 10 tandems auteurs-producteurs d'une grande partie des pays de la zone francophone. Pas que ça s'est ouvert, voilà. Et c'est un endroit où le réalisateur qui porte un projet doit avoir déjà fait un premier film. Donc c'est pas l'endroit des premiers films, mais c'est l'endroit peut-être du premier long métrage ou du premier film, on va dire, dans un cadre de production qu'on va chercher à consolider. Voilà, je vous ai un petit peu raconté voilà, d'où je pouvais parler de la formation en Afrique, spécifiquement en Côte d'Ivoire. Et voilà Joël Akafou qui nous a rejoints, qui me contredira au besoin. D'accord. Alors Noémie, pour un premier tour. Oui, alors moi j'ai plus effectivement abordé la question de la formation continue ou de ce qu'on pourrait, voilà, ce qui pourrait rentrer dans un cadre de formation continue, parce que de ma place, pour le coup, là, à l'agence Alka, on est vraiment dans comment accompagner le développement professionnel. Donc on est après effectivement peut-être des temps de formation d'école ou de faculté. Donc c'est vraiment après, quand on est sorti de l'école ou quand on doit se lancer dans son premier film ou consolider son parcours de cinéaste ou de producteur. Voilà, comment est-ce qu'on accompagne ça? Et effectivement, je pourrais peut-être parler voilà, de 2 exemples de collaboration avec le continent africain. Donc un avec le Wagga Film Lab, donc qui est toujours en cours en ce moment, et puis un que j'ai eu précédemment avec Agadir, avec le FIDADOC d'Agadir. Alors je peux vous dire un mot du Wagga Film Lab. Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'on fait aussi, on a des partenariats et des liens, voilà, avec le continent? C'est des questions liées aussi à des politiques publiques, de développement culturel, mais au-delà de ça, nous, on est aussi à un endroit où on est avec les professionnels qui font du film là où ils sont. Alors, ça peut être en France, et puis on développe ou ailleurs d'ailleurs. Et la question de l'international, de l'échange et de la circulation des talents et de la formation qui va avec, c'est absolument crucial, et c'est un endroit où on essaie d'être, en tout cas, et qu'on essaie de développer. Donc le Wagga Film Lab, on a créé un partenariat depuis 3 ans, ça va être la 4e année. Et effectivement, il y a plusieurs structures qui participent au Wagga, mais nous, ce qui nous a intéressés, c'était, il y avait cette entrée Air francophone, qui est une entrée qui est classique, évidemment, sur nos territoires, mais qui n'est pas que, parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est un peu plus large. Donc, il y avait cette entrée de territoire francophone, mais surtout, ça nous permettait de pouvoir donner un prix à un duo producteur-réalisateur avec une bourse, et pouvoir l'accompagner sur des ateliers de formation suite au Wagga, qui est une première. En fait, pour nous, le Wagga, c'est sur un territoire si grand, c'est vraiment important parce que ça nous permet de compter sur des personnes qui sont sur place, qui connaissent, qui sont déjà intégrées dans des cinématographies, dans des circuits, qui sont les plus à même, comme toi tu peux le voir, Olivier, à Abidjan, de savoir ce qui se passe. Et puis voilà, et d'aller à la rencontre, en fait, et de se dire, de là, on va pouvoir essayer d'accompagner un projet par an
de réalisateurs et de producteurs, parce que c'est pour nous qui était important dès le départ, c'était aussi de se dire qu'il y a besoin de former des producteurs, parce que, comme vous le disiez très bien, à un moment donné, il faut qu'aussi sur place, l'industrie et l'économie et la production puissent se déployer. Donc, bien sûr, chez techniciens, bien sûr, tout ce qui est technique, mais au-delà de la technique, c'est effectivement le système de production et comment est-ce qu'on va pouvoir construire des films. Donc, former des producteurs, en tout cas, pouvoir accompagner ce chemin-là de comment on produit un film, c'est pour nous, ça nous paraissait important que ce soit le duo qui puisse être accompagné dans son projet. Et donc, on a fait un premier partenariat avec un festival de Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle le Poitiers Film Festival. Et il se trouve que c'est un festival qui, lui, justement, travaille sur les films d'école. Donc, c'est tout, voilà, internationalement. Donc, c'est un festival où les anciens diplômés envoient leurs films d'école et peuvent venir présenter leurs films. Et ils ont construit des ateliers qui s'appellent les Jump-In. Et ils sélectionnent entre 5 et 10 projets pour des premiers films, donc de jeunes diplômés, et qui viennent pendant une dizaine de jours travailler sur leur projet. Et donc avec les Ferrer de Jumpin, on s'est dit, voilà, l'endroit on s'est dit, ça serait en tout cas, un bon début, une tentative. On s'est lancés tous ensemble là-dedans. Donc, le projet du Waga Film Lab, de pouvoir l'amener à Poitiers pendant ces ateliers, où il y a des accompagnements au scénario, mais aussi à la production. Voilà, et comme il y a une vocation internationale qui est inhérente à ce programme, ça pouvait complètement faire sens. Donc voilà une des pistes, alors qu'il reste de la formation. Je ne sais pas si on peut appeler ça formation, atelier. Justement, on est quand même parce que la question et la vraie question qu'on se pose à chaque fois, c'est comment on fait le suivi, en fait. Parce que là, ça reste un temps court, alors qui peut être un accélérateur et un moment très important pour les projets et de rencontres. Mais à un moment donné, c'est notre question toujours, c'est de se dire de ne pas abandonner les projets. C'est-à-dire que c'est pas juste un one-shot, c'est de se dire on fait ça une fois et puis après les projets repartent, quoi. Et donc de pouvoir se dire qu'il y a un parcours qui se fait. Et il se trouve que ça fait 2 fois que donc au Poitiers Film Festival qui a la Élodie Ferrer, il y a aussi une résidence ouverte à la francophonie et donc ça fait 2 fois que les personnes, les 2 réalisatrices, d'ailleurs, c'est la réalisatrice, passées par le Waga Film Lab, ont pu revenir en résidence pendant plus de 3 semaines, 6 mois après. Donc voilà, c'est cette construction petit à petit, en fait. Mais c'est vrai qu'on reste dans des schémas qui ne sont pas ni des écoles, ni des structures spécifiques montées d'accueil de groupe, j'allais dire. Mais ça, c'est quelque chose auquel on réfléchit maintenant. En fait, on se dit, voilà, comment avancer sur ces questions-là et faire des échanges, surtout, parce que moi, je crois beaucoup au fait que ça circule et qu'effectivement, on puisse échanger des compétences et sur tous les territoires, quoi. Donc, ça, c'est un exemple. Bon, au stade de nos échanges, je vais poser une question pratique qui vous concerne, vous, mais aussi les gens qui sont dans la salle. Alors, il y a des gens qui pensent qu'on peut être autodidacte pour le cinéma, comme on peut l'être aussi pour d'autres métiers. Voilà. Et qui pensent que, bon, les écoles, c'est bien, mais de toute façon, si quelqu'un a envie de travailler dans le métier du cinéma, il peut se former lui-même et puis en piochant à gauche, à droite, voilà, des éléments. Et d'ailleurs, maintenant sur Internet, on voit se multiplier des formations en ligne. Voilà. Et on te propose carrément des modules que tu vas suivre en ligne pour faire ta formation dans les métiers du cinéma. Voilà. D'abord, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et puis, à partir du point où vous êtes, du regard que vous portez sur la formation, voilà. Et ça, c'est d'un. Et de 2, lié à cette question-là, c'est quand même, comme tout métier,
Comme on dit, vous devenez un forgeron, on se forge. Voilà, donc c'est l'expérience, c'est la pratique, c'est le travail sur le long terme qui permet d'acquérir du métier et de se former. Voilà. Voilà. Est-ce que, parce que on peut se former comme ça par l'autodidacte ou par l'expérience pratique, pour autant, la formation dans les écoles de cinéma, dans les ateliers de formation, perd leur sens? À partir de l'expérience que vous avez, de la formation que vous donnez aux jeunes. Ouais. Il y a une question du public, si on veut l'intégrer. Oui, bien sûr. Oui, oui. Bonjour. Je me permets de me lever pour pouvoir bien parler, parce que vous avez touché exactement là où je voulais en venir. Je me présente, je suis Kouati Cherif, je suis auteur, réalisateur et producteur. Je vis à Bordeaux depuis 10 ans. Madame Benayoum, mes respects. On a eu à échanger beaucoup de mails, moi et elle. Malheureusement, je n'ai pas eu de suite. Heureusement, actuellement, j'ai une série qui est en train de passer sur la chaîne télé Vox Africa, qui est une chaîne télé qui est suivie par plus de 120 millions de téléspectateurs. C'est tous les dimanches. Donc, c'est une publicité, mais justement pour dire que même étant autodidacte, partout en Afrique, il y a pas mal d'autodidactes. Et partout dans le monde, il faut oser pour réussir. Alors moi, je venais là-dessus pour dire qu'aujourd'hui, on est dans le 21e siècle. Des formations, il y en a en ligne, tous les jours. Tous les diplômes qui existent actuellement, on peut le faire à distance. On n'a plus besoin d'aller justement n'importe quel domaine dans la vie aujourd'hui. Les formations sont disponibles en ligne. Donc du coup, moi je pense qu'il faut vraiment qu'on essaie de trouver une solution, de pouvoir mettre les choses au clair et puis de faciliter les choses et d'accorder des aides à des gens comme moi. Parce que moi, je n'ai pas attendu une aide de Alca ou la région ou autre pour aller atteindre mes objectifs. Je suis entrepreneur depuis... J'ai 43 ans aujourd'hui. Mon première entreprise, je l'ai eue à 20 ans. Donc, voilà, j'aime bien entreprendre. Je n'ai jamais attendu quelconque aide pour dépendre de ça. Moi, quand je veux quelque chose, je mets les moyens qu'il faut et j'avance. Heureusement, mes idées, souvent, certaines personnes kiffent ce que je fais et c'est comme ça que de fil en aiguille, tout se fait. Juste pour dire que voilà, quand on défend un truc et quand on veut, on peut. Moi, toutes les formations que j'ai eu à faire, bon, je ne parle même pas de ma vie artistique parce que je suis aussi né d'une famille artiste. Chez nous, il y a un studio. Mes nièces, mes neveux, en Afrique, l'art, ce n'est pas quelque chose qu'on va aller l'apprendre. Tous les Africains qu'on entend partout dans le monde, ils ne sont pas été à l'école pour faire cette formation-là. C'est, voilà, tu le veux, tu le peux, et puis tu fais les choses comme il faut. Les grands réalisateurs actuellement qu'on parle dans le monde, qui ont gagné des Oscars, la majeure partie, ils ont eu leur... voilà, c'est l'expérience qui est venue au fur et à mesure du temps. Donc moi, ma question, c'était... Est-ce que nous, on a droit à espérer que Mme Benayoum ou la région nous aide à avoir un fonds? Parce que j'ai déjà 10 épisodes sur Vox Africa et qu'après, j'ai la saison 2 qui est là. J'ai aussi d'autres projets ambitieux qui m'attendent, donc que j'ai déjà écrits. Est-ce que nous, on a droit à avoir une chance? Et si c'est oui, à quel moyen et quand? Voilà. Alors, je ne vais pas vous répondre à cette question parce que ce n'est pas l'objet de la table ronde. Donc, ce n'est pas ni le lieu ni l'objet. Après, la question peut-être, mais ça, je laisserai Dragos et tout le monde répondre à sa façon là-dessus. Je ne crois pas qu'il y ait une solution pour arriver à faire du cinéma et que, voilà, effectivement, la question d'être autodidacte, d'arriver à un moment donné à faire des films, elle se fait de plein de façons différentes. Et nous, on a des endroits qui sont des financements publics. Et il y a d'autres endroits qui sont d'autres types de financement. C'est d'abord en plus un cadre qui est très européen aussi, et que dans les pays anglo-saxons, ça se passe pas du tout comme ça, et à d'autres endroits non plus. Donc voilà, il y a des endroits de cinématographie, de développement, mais je crois qu'il faut surtout... Moi, je n'ai jamais, au contraire, dit à personne qu'il n'y avait qu'une seule solution. Et il faut, pour faire des films, il faut les faire. Donc à un moment donné,
on les fait. Alors on peut commencer tout seul, on peut commencer avec un téléphone, on peut commencer avec de la grande technologie, et à un moment donné, il y a peut-être des passages obligés, oui, sans doute, et parce que le passage, c'est quand est-ce qu'on rencontre l'autre en face, le public. C'est ça le dernier passage. Donc il n'y a pas une seule solution pour faire des films, et la formation en est une, et elle peut se déployer à plein d'endroits différents. Je crois que c'est un peu ça qu'on essaie de voir. Oui. Donc, oui. Ce que je peux rajouter, déjà, dans tout métier, on a toujours besoin, même quand on a des connaissances innées, de toujours rajouter une formation pour mieux le faire. Et déjà, dans le monde du cinéma, c'est important, surtout avec l'utilisation des matériels. Donc, pour mieux les utiliser, et surtout que la technologie évolue du jour au jour, si tu n'as pas une formation, même d'une semaine, même en ligne, même sur place, tu ne sauras pas mieux faire quelque chose. Peut-être en une journée, quelque chose que tu veux faire en une journée, peut-être de toi-même en autodidacte, tu peux le faire en 10 jours. Parce que tu n'as pas eu le temps de l'apprendre. Et tu as eu le temps juste un peu en amateur. Et si tu veux faire quelque chose de bien, pour moi, même quand tu as la connaissance, essaye d'avoir quand même des repères. Essaye quand même de te former. Parce que pour moi, c'est un outil très important pour nous aider à faire les choses en bien. Et ça apporte quelque chose. Je sais qu'il y a ceux qui ont fait des films en autodidacte, mais n'empêche, même vous l'avez dit, il vous est arrivé après de faire des formations. Pourquoi vous l'avez fait? Parce que vous avez trouvé utile qu'il fallait le faire pour améliorer vos connaissances, parce qu'on n'est pas limité, on essaye de faire du jour au jour au mieux. Donc, pour moi, les formations, quelles que soient les voies, elle est très importante. Bon, moi je vais dire autre chose. Le mythe d'autodidacte, il faut qu'on arrête. Non, honnêtement, je pense que dans les choses qui nous retiennent en arrière, en Afrique, parce que moi j'y ai cru aussi, on va se former tout seul, etc., etc. Comme je l'ai dit, quand je suis arrivé, j'ai vu les programmes de coopération. Ça va être très bien. Et puis en fait, on voit le résultat est désastreux. Le désastre, il est où? Le désastre, il est émotionnel. Ça veut dire que vous voyez quelqu'un qui a du potentiel, qui peut devenir très très grand. Et en fait, oui, je vais faire tout seul. Il va partir seul. Il va faire 5000 kilomètres au lieu d'en faire 50. Et le désastre humain, c'est, quand je disais tout à l'heure, la réponse a été de dire, ah tiens, en fait, si ces gens, on leur donne ça, ils vont courir plus vite. Et c'est ça. C'est-à-dire, c'est que après, il y a plein de gens qui disent non, t'inquiète pas, tu vas aller tout seul, ça va aller tout ça. Oui. Mais là-dedans, il y a aussi la part de notre monde postcolonial, c'est pour ça que l'histoire est importante, le racisme soft, etc., etc. Moi, ça me fait mal au cœur, mais vraiment même tous les jours aujourd'hui, de voir des gens qui pourraient aller plus vite, et vous disent mais t'inquiète pas, toi, en Afrique, ça va aller bien. Comme j'ai entendu à l'école. Vous, l'Africain, là-bas, non, faites en vidéo, pendant que les autres passent au virtuel. À l'époque où on passait du montage. Ah, vous faites des choses comme ça, etc., etc. Et ça, c'était le discours officiel dans l'école. Mais celui à qui vous êtes dans la même classe, au même âge, d'accord, et beaucoup, on a un bagage plus important, en fait, l'accélérateur, lui, là, et vous l'avez pas. Et là-dedans, dans mon métier, ce que j'ai intégré après dans les formations, pour revenir au travail, moi, ce qui m'a sauvé, c'était l'univers du travail. Donc ça veut dire que les gens où je devais travailler, en fait, en sortant de l'école, j'allais travailler sur des films, et c'est là que j'ai été plus vite. Alors le mythe de l'autodidacte, le mythe de l'autodidacte, c'est que dans une époque, à un moment, quand ça a commencé, d'accord, où tout le monde commençait, il y avait un transfert de les gens des métiers, on apprenait un métier avec quelqu'un, d'accord. Ça a marché au début, d'accord, mais à un moment donné, il y a un nombre de savoirs qui est tellement important, d'accord, il faut des raccourcis. Et l'école, c'est l'accélérateur. La formation, c'est l'accélérateur. Être dans une société avec un bon patron, il n'y en a pas beaucoup, c'est un accélérateur. Tout ça compte. Mais donc la chaîne des gens qui contribuent à ce qu'on appelle la formation, d'accord, est tellement importante que aujourd'hui, mon rêve, c'est pas de se dire, vous tous là-bas en Afrique, vous allez vous débrouiller. Non, au contraire. Maintenant, l'idée, c'est
de construire une structure tellement grande que tous ceux qui ont du potentiel, d'accord, puissent accéder à l'accélérateur. Et là, on va avoir un petit peu quelque chose de plus grand. Donc maintenant, ceci dit, le monde anglo-saxon, ils ont beaucoup de pseudo-autodidactes, d'accord, à juste qu'ils mettent de côté la partie où ces gens ont commencé à se former dès l'âge de 12 ans. D'accord. Donc, dans la mythologie anglo-saxonne qu'ils créent, ils retirent dans le CV toutes les parties où ces gens ont construit leur ossature qui permettent après de se déployer. Et ça, c'est l'autre cruauté. C'est-à-dire que même les Noirs là-bas aussi, on les empêche aussi d'avoir accès à ça. Et donc, ces mouvements de révolte dans la rue, hein, que vous voyez, Black Lives Matter, le changement, ils reviennent tous à l'idée de départ, c'est que comment on fait pour gagner ce temps dans l'éducation. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu la vision que j'ai sur ce monde-là. Mais ceci dit, hein, ma collègue Arlie n'a pas fait de cinéma. Avocate de formation, d'accord, rentrée pour travailler. Et donc l'enseignement que moi j'ai eu de ce monde-là, c'est qu'on a des gens qui ont une formation familiale, d'accord, hein, au Congo on est bon dans le commerce, formation familiale, et puis après ils tombent dans le milieu du travail après l'université et puis il n'y a pas de travail. Donc, comme je pouvais être un pourvoyeur de travail, on prend quelqu'un et puis après, il va grandir. Donc, maintenant, aujourd'hui, l'enjeu n'est plus tant de se dire « Ah, il faut que les cinéastes ». L'enjeu, c'est qu'il faut qu'on prenne dans la société civile, il faut qu'on prenne dans les familles des gens qui ont une première éducation, d'accord, et peut-être en entreprise, ils vont nous apporter tellement de choses qu'on va passer à la dimension supérieure. Vous voyez ? Donc voilà, ça c'est un petit peu le... Il y avait une première intervention et une deuxième. Oui, je voulais intervenir sur le même point, parce que c'est bien sur Internet, ce qu'on a, c'est des formations individuelles sur certains points techniques. Et il y a un élément important que tout le monde connaît ici, le cinéma, c'est un travail d'équipe. Et quand vous parliez d'intégrer le monde du travail, c'est ça, c'est intégrer le monde du travail. Même quand on a fait des écoles, bon, moi j'ai fait l'INSAS, je pense que vous parliez de l'INSAS tout à l'heure. La force de grandes écoles, ou même de moins grandes écoles, ce sont les écoles qui savent amener leurs étudiants sur le terrain par des accords avec des producteurs, avec des équipes de films, peut-être avec des institutions qui sont aussi sur des accueils de tournage où on amène des techniciens. C'est là qu'on apprend le métier. Alors que ça s'appelle formation initiale, continue ou autodidacte, c'est là qu'on apprend le métier. Et c'est surtout ça qu'il faut mettre en place. Alors j'entends bien, le Wagalab, pour moi, c'est pas une formation. C'est une mise en réseau où en effet on rencontre des gens de plein d'univers, où on peut aller faire un atelier d'écriture de 15 jours, 3 mois en Allemagne, à Poitiers ou autre. Mais derrière, il y a quoi ? On n'amène pas, pour certains auteurs que j'ai accompagnés, alors je ne me suis pas présenté, je suis Jean-François Autain du réseau Africadoc, donc, qui a initié le documentaire en Afrique il y a une vingtaine d'années avec Jean-Marie Barbe de l'USAS. Et donc la base de ces formations, c'est ça, c'est aller sur le terrain. Et quand on parle aussi de ces formations-là, ce qu'on a essayé d'initier nous aussi à l'époque où il n'y avait pas beaucoup de techniciens il y a 20 ans dans le monde du documentaire, c'était que des Africains participent au tournage, même si on envoyait des techniciens européens. Et aujourd'hui, on sait très bien qu'il commence à y avoir, et même pas qu'il commence, depuis quelques années, de très bons ingénieurs du son, de très bons cadreurs qui savent aussi accompagner des équipes dans le documentaire principalement, puisque c'est là où il y a le plus d'activité aujourd'hui. Enfin, il y en a beaucoup dans les séries, mais on ne fait pas le même travail, je pense. Donc c'est à ça qu'il faut penser. C'est amener les jeunes sur le terrain. La formation de base, c'est essentiel, sur la technique, qu'on peut apprendre sur Internet, à se servir d'une caméra numérique ou d'un logiciel de montage. Mais même au montage, ce qu'il faut apprendre, c'est la relation avec un réalisateur et pas avec une machine. Donc ça, tant qu'on l'a pas, on peut très bien se servir d'After Effects ou de Final Cut, mais on ne saura jamais monter un film, qu'il soit de fiction ou documentaire. Vous voulez réagir Oui. ici, et puis Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, Jean-François. Effectivement, le cinéma, c'est... moi, je voulais déjà dire que le cinéma, c'est quoi ? Parce que je pourrais arbitrairement diviser en 3 groupes de travailleurs. Il y a les techniciens, il y a les auteurs, les réalisateurs, et puis il y a les producteurs. Et je crois qu'il y a vraiment des savoir-faire qui s'acquièrent différemment dans les 3 domaines.
ce qui relie tout ça, c'est qu'effectivement, il faut quand même savoir travailler ensemble. Et ça, je crois, ça c'est pas obligé de passer par l'école pour savoir faire ça, parce qu'effectivement, l'apprentissage avec un maître, ou en tout cas en étant stagiaire ou assistant, et puis de passer petit à petit à l'étape d'après, ou en tout cas au savoir-faire d'après, ça c'est quelque chose qui a fonctionné, en tout cas ici en France, et qui peut fonctionner, je pense, à partir du moment où il y a une économie dans le cinéma et l'audiovisuel, où justement les gens peuvent travailler, être payés pour leur travail, et puis prendre un stagiaire. Ça c'est une question sur laquelle sans doute on reviendra un peu plus tard, cette question de l'économie qui est importante. Mais il y a des choses quand même, il y a certains secrets qu'il faut dévoiler et aux producteurs en tout premier lieu. Alors c'est très bien, Joe, que tu sois accompagné d'une avocate, parce qu'il y a vraiment la bataille juridique dans la production et l'éco-production, Nord-Sud notamment, et puis les batailles économiques. Et ça, malgré tout, en tant que jeune producteur, il y a quelques années, je me suis pris des râteaux. J'ai eu des échecs économiques, il faut s'en remettre. Mais c'est bien quand on peut accélérer. Je pense que ce que tu disais tout à l'heure, l'idée que l'école accélère quelque chose, alors encore une fois, ça peut être une formation très bien faite en ligne peut-être, hein, j'ai rien contre. Je suis pas du tout partisan enfin je veux dire, je préfère moi apprendre physiquement avec d'autres personnes, parce qu'il se passe plus de choses, et sur le temps long, mais sinon il y a des choses qu'on peut apprendre effectivement sur Internet. Ok. Merci beaucoup. Moi, je voulais juste revenir sur le fait d'autodidacte là que tu disais tout à l'heure, Dragos. Il y en a qui sont devenus autodidactes parce qu'ils n'avaient pas le choix. Si je prends par exemple mon pays, la Guinée, là où d'où je viens, la première école d'art et de cinéma a été créée en 2004-2005. Donc c'est à ce moment-là qu'on a commencé à former des comédiens, des techniciens, des réalisateurs, des scénaristes. Donc avant ça, les gens, ils s'auto-formaient dans des clubs littéraires, dans des groupes de théâtre. Parce que moi, j'ai commencé à faire du théâtre, j'avais 8 ans. Mais c'était dans un club littéraire. Donc il y avait pas vraiment d'école pour aller apprendre le cinéma, aller apprendre comment on écrit un scénario, aller apprendre comment on réalise. Donc nous, on a été autodidactes jusqu'à cette période-là. Mais je me dis que depuis que l'école du cinéma a été créée en Guinée, quand même, on a commencé à avoir des réalisateurs au niveau international, malgré qu'on en avait déjà, qui ont réalisé, qui sont un peu connus dans le monde. Mais moi, je me dis, si j'avais eu la possibilité de faire des formations, que lorsque j'étais toute petite, là, j'ai rêvé de faire du cinéma, je me dis que peut-être, on ne sait jamais, hein, là, j'ai poursuivi mon chemin, j'arrive à faire ce que je veux, tant bien que mal dans le cinéma, mais moi, j'aurais aimé avoir une formation, personnellement. Voilà, donc j'ai été autodidacte parce que j'avais pas le choix. Mais j'ai réussi à faire ce que j'avais envie de faire depuis toute petite. Voilà, merci. Alors, je vais juste poser encore une fois. C'est pas le but de monopoliser la parole. Mais c'était en fait savoir, parce qu'en disant autodidacte, pour moi, impossible de faire quelque chose si on l'apprend. Même parler au micro ou tenir un micro, je pense qu'il va falloir faire, quoi qu'il en soit, apprendre. Ça, c'est sûr. Est-ce que autodidacte, c'est quelqu'un qui est magicien, ou bien autodidacte, c'est alors avoir la volonté d'aller apprendre, quitte à ce que toi-même tu payes ton argent pour apprendre en ligne. Est-ce que autodidacte, c'est toi? En fait, qu'est-ce que c'est que le mot autodidacte exactement? Parce que pour moi, ça n'existe pas. Parce que quoi qu'il en soit, il faut que tu pars apprendre quelque part. C'est jamais possible que quelqu'un fait quelque chose. La magie n'existe pas dans le technique, ni dans le cinéma, comme vous avez dit tout à l'heure, ça coûte beaucoup d'argent. Les outils qu'on a besoin pour faire du cinéma, il faut l'acheter. Quand tu achètes quelque chose, il faut apprendre à l'utiliser. Donc c'est sûr que d'une manière ou d'une autre, tu as été allé te former quelque part. Mais est-ce que
Autodidacte, c'est voilà, c'est ça que j'aimerais vraiment qu'on me dise c'est quoi le mot autodidacte, parce que peut-être c'est pas ma langue, le français, peut-être c'est ça qui fait que j'ai du mal à comprendre c'est quoi autodidacte. En tout cas, moi j'ai la volonté d'aller payer mon argent sur Internet, faire mes formations et œuvrer, avoir une expérience de plus de 10 ans dans le cinéma, bon, dans le terrain, sans compter bien avant ça, parce que quand j'étais derrière, quand j'accompagnais moi, en fait. Depuis 1996, je pense, c'est 92 la première fois que je me suis mis sur scène du théâtre, en 92. Et j'ai pas, donc 92 et maintenant, je pense qu'il y a des années. Donc, j'ai beaucoup pratiqué, c'est sûr, derrière et tout ça. Donc, qu'est-ce que c'est que le mot autodidacte? Parce que moi, je vois pas c'est quoi autodidacte, en fait. C'est une façon de parler pour moi. Alors, je vais peut-être répondre à celle-là. D'abord, l'autodidacte est un homme seul. Est un homme, est une femme seule. C'est-à-dire, c'est qu'on est seul dans sa tête, on est seul dans son cœur, on va passer beaucoup de temps à chercher des choses, d'accord? On n'est même pas sûr que ce qu'on trouve a une validité, parce qu'il n'y a personne pour vérifier l'information. La personne qui est formée, d'abord, on est dans un groupe de 50 gens similaires, qui pendant des années ont eu le même rêve, la même, comment dirais-je, les mêmes envies. Okay. La conversation qu'il y a entre ces 50 personnes-là, pendant 1 an, ça change quelqu'un. Pendant 4 ans, ça le transforme. Ça, c'est juste au niveau, on va dire, horizontal. Et puis ensuite, l'enseignant qui vient là, c'est quelqu'un qui a été, comme vous, plus jeune. Donc, toutes les erreurs qu'on ferait instinctivement ou par penser que c'est une telle grande idée, l'enseignant, en fait, ce qu'il fait, c'est vous éviter de perdre du temps. Hein, et sur ces erreurs-là, vous évitez de vous faire mal. Et puis aussi comment dirais-je, d'atténuer certains fantasmes de jeunesse, parce que les émotions peuvent être très grandes et tout ça. Donc, toutes ces choses-là font que, quelque part, quand vous rentrez dans une formation avec des gens, on parle ici d'un métier qui est collectif. Le cinéma, par essence, vous êtes minimum 2. D'accord? C'est pas l'écriture. Donc, dans ce collectif-là, le besoin d'être dans une caisse de résonance où l'information circule et grandit, bah, ça vous fait grandir aussi. D'accord? Et bien sûr, ce dont relevait monsieur, en fait, on a fait l'INSAS. L'INSAS, qui est une institution qui a ses problèmes, mais quand même, une des grandes forces qu'ils ont, c'est la capacité, en fait, à vous mettre avec des gens de la même profession. Où ils les emmènent, d'accord, pour un temps à l'école, en créant les structures pour le faire, ou vous mettez dans ce groupe-là. Donc, vous mettez dans un groupe avec des gens qui travaillent, qui réfléchissent et puis qui ont l'énergie, bah, vous allez, c'est ça, hein, le lien, en fait. Le lien du cinéma qui se transmet. Voilà. Donc, vous comparez tout ça, se dit, ah, moi, je vais tout faire tout seul et je vais y arriver. Oui. C'est ça le mythe anglo-saxon. Il y en a un qui arrive dans un pool de 330 millions. D'accord, et il est passé par 10 000 choses, avec la chance, avec l'argent, les fonds qu'on cache, et puis on crée une mythologie, et nous les autres, Africains, allez, croyez en ça, ça va marcher. C'est, entre guillemets, faire de nous des futures victimes. Et j'espère que l'éducation, justement, c'est de sortir de ce monde-là. Voilà. Ok, y a-t-il d'autres interventions sur ce volet-là? C'était juste pour compléter ce que vient de dire Joe. Le cinéma, c'est vraiment un art collectif. Et ça, c'est très, très important. On ne peut pas faire du cinéma seul. On ne peut pas répéter les erreurs de nos aînés qui étaient réalisateurs, producteurs, chefs-op, régisseurs, etc., etc., etc. C'est juste pas possible, en fait. On ne peut pas continuer sur ce chemin-là. Ça peut pas être la règle. C'est les exceptions, comme vient de dire Jou. C'est vraiment des exceptions qui sont très, 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 très réduites sur toute l'échelle du continent. On ne peut pas continuer à vouloir faire du cinéma en n'embrassant pas que dès l'origine, l'art était un art collectif, où le process même de création, même dans l'écriture, est soumis à la collectivité, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment, même dans l'écriture même du projet, il y a une multiplicité de regards qui doit intervenir pour que le projet arrive à une certaine maturité dans l'écriture même. D'où le fait qu'il faut former, qu'il faut faire des ateliers de développement, qu'il faut créer les conditions
pour que cette écriture-là puisse se faire, quoi. C'est la même chose pour les autres, pour tout le process, quoi. C'est impossible, on peut pas faire du... On a fait tous ces erreurs-là, on a fait tous de l'autodidacte. On a fait toutes ces erreurs-là. Après, moi, j'ai un souci, moi, dans ces histoires de formation, c'est qui vient pour former qui et comment. Qui vient sur notre continent pour nous donner qui et comment. Parce que là, il y a quand même de l'histoire, il y a quand même des problèmes de point de vue. Nous, on a travaillé avec des gens, je ne vais pas les nommer, dans les îles de l'océan Indien, et puis finalement, entre nous, formateurs de l'océan Indien, on a décidé de ne plus travailler avec eux. Et de prendre tout cela en main. Entre Lou Van Anteniena à Madagascar, David Constantin à Maurice, nous autres aux Comores à La Réunion, on a décidé de se prendre en main. Parce qu'à un moment donné, on s'est dit, mais ce que nous faisons, nos imaginaires, on a des imaginaires qui sont basés sur nos poètes, nos écrivains, sur ce qu'on vit, nos cosmogonies. C'est de ça dont on parle. C'est ça qu'on veut transmettre. Et tout le monde ne peut pas venir dans nos îles et nous dire voilà comment vous allez pouvoir découper et abstraire nos imaginaires. S'ils ne savent même pas qui est Jean Albani ou qui est Joseph Rabin-Rivello ou qui est Saïdoun Ben Ali pour les Comores. Et si moi je travaille à partir de l'imaginaire de Saïdoun Ben Ali en cinéma, comment je vais travailler avec cette personne? C'est juste pas possible. Donc il y a aussi la question de qui vient pour enseigner quoi? Et cette question-là, je pense qu'elle est très importante, elle est au cœur de la formation. Vous voulez réagir à cette question? Oui, tout à l'heure, en introduction, j'ai utilisé le mot endogène, c'est-à-dire comment, dans les différents pays d'Afrique, on va œuvrer à mettre en place des formations ancrées sur nos réalités économiques, politiques, sociales et culturelles. Voilà. Ça veut dire qu'il faut penser aussi le contenu des formations. Évidemment, utiliser une caméra à Ouaga, à Djamé, à Abidjan ou au Comores, une caméra, c'est une caméra. Mais utiliser la caméra, c'est aussi porter un regard avec un point de vue. Donc, de ce point de vue-là, la formation, évidemment, doit intégrer cette dimension-là, comme Mohamed vient de le dire. Bon. En même temps, former, c'est prendre en compte aussi tous les métiers du cinéma. Technicien, producteur, distributeur, vendeur. Et ce qu'on peut observer aussi dans les faiblesses structurelles des cinémas d'Afrique, c'est que si on prend le volet distributeur, il faut en former aussi. Parce que les films, une fois qu'ils sont faits, il faut qu'ils soient vus. Il faut qu'ils soient distribués. Mais on n'a pas de distributeur. On n'a pas les circuits de distribution, mais surtout, on n'a pas les distributeurs. Des gens qui se sont spécialisés pour vendre les films et les faire circuler. Voilà. Donc, en fait, la formation, j'ai souvent l'impression que, y compris parmi les jeunes qui veulent se former, les gens pensent tout de suite au réalisateur. À celui dont le nom va être mis, le film de un tel. Voilà. Bon, évidemment, il y a le générique. Mais peut-être que les jeunes qui s'enthousiasment pour faire le métier du cinéma, au départ, ils voient plus le réalisateur que l'ingénieur son, le chef opérateur, toute la chaîne, quoi. Tout ce qui concourt à la fabrication du cinéma, l'éclairagiste, le régisseur aussi, tout ça. Donc,
Mais former les gens dans tous ces métiers-là, c'est prendre en compte aussi les réalités du terrain. C'est vrai. Et voilà, donc, comment, tout en prenant en compte les réalités du terrain, prendre en compte aussi ce regard, parce que on peut pas faire du copier-coller, ça c'est pas pertinent, et c'est frustrant même pour le formateur, et c'est frustrant aussi pour le jeune qui se forme, parce qu'il n'y a pas une dynamique de réflexion pour puiser voilà, dans notre background culturel et construire quelque chose qui correspond à nos réalités. Ce que je dis là, c'est valable pour le cinéma, mais c'est valable aussi pour, d'une manière générale, le système d'enseignement, l'éducation. Voilà. Bon, on n'est plus au stade, voilà, nos ancêtres les Gaulois, ça on n'en est plus là, mais je ne suis pas sûr que le contenu, la formation dans notre système d'enseignement puise réellement avec un ancrage solide sur le socle culturel des fondements de nos sociétés, en histoire, en géologie, en géographie, etc., en philosophie. Voilà, c'est fondamental. Et voilà. C'est valable pour aussi les métiers du cinéma. Moi, je dirais ce que Mohamed disait tout à l'heure par rapport à qui vient former et pour former quoi. Juste au-dessus de l'argent pour faire l'école, c'est la grande bataille. C'est la plus grosse bataille, c'est qui sont les enseignants et comment ils vont enseigner. Parce qu'en fait, vous pouvez avoir l'argent que vous voulez, même 100 millions, vous avez les mauvaises personnes, il n'y aura rien comme résultat. Donc, la raison pour laquelle, en fait, pour commencer dans cette histoire d'école, c'est que je dis, bon, on va faire une école, et pourquoi, etc., etc. Parce qu'en fait, si quelque part, comme entrepreneur social, on n'est pas le garant que les gens vont avoir la nourriture dont ils ont besoin, toute la chaîne ne fonctionnera pas. Donc, la plus grosse bataille, c'est ça. C'est vraiment, par rapport à l'enseignement, c'est qui vient pour donner quel type de cours. Alors maintenant, par rapport à l'environnement dans lequel on vit, évidemment, c'est que vous devez, comment dirais-je, vous devez enseigner des choses qui vont fonctionner dans le milieu dans lequel les gens vont pratiquer. Donc, dans le fantasme de la France, en fait, on est là pour parler des relations entre la France et l'Afrique. On se dit, ah oui, sur le papier, ça va marcher. Et puis, finalement, au résultat, on se dit, bon, Ouagalab, Ouagadougou, le festival, d'accord. Et puis, on regarde la masse des millions d'Africains. Est-ce qu'ils sont vraiment en adhérence avec ce qui est produit? On se dit, ils ne le sont pas. Au Nigeria, Nollywood, ils ont peut-être des problèmes d'écriture et de trucs, mais la population est en adéquation avec ce qui est produit. D'accord. Et donc, là-dedans, on se dit, OK, si je forme des gens, on doit former des gens qui doivent avoir de l'appétit pour leur propre environnement. D'accord, pour ce qu'ils font. Et donc, là-dedans, on va se dire, bon, bien sûr, l'état de la force, hein, on s'entend bien, hein, l'état de l'argent automatique. Chaque année, ils ont des structures qu'un privé n'a pas, etc., etc. Certes, mais au bout du compte, l'État doit aussi représenter les gens qu'il gouverne ou ceux avec qui ils sont en partenariat. Donc, pour l'instant, par exemple, un pays comme le Congo, la RDC, bon, on est un peu les parias de l'Afrique, hein, un peu au-dessus de la Somalie, un peu au-dessus du Soudan, mais on est un peu là. Mais l'avantage, c'est que le Congolais moyen ou standard, même dans le service public, il n'attend rien de l'État. Et donc, comme on doit survivre et que le commerce est la base de tout ce qu'on doit faire, on ne peut faire des choses qui seront utiles. D'accord. Et donc, ce que ces formations m'ont enseigné en tant que je ne suis pas pédagogue, hein, mais j'écris les programmes et j'engage les gens, c'est qu'en fait, finalement, les gens, dans leur commerce, dans leur attitude tous les jours, ils génèrent des choses qui font que, au bout du compte, ça marche. D'accord.
Et en fait, ça marche tellement que, quelque part, nous, on s'est retrouvés embarqués dans une route du succès avec les formations et les étudiants qui nous a complètement dépassés. Qu'on n'avait pas prévu, en tout cas, mais qui a fonctionné, et qui de dire, tiens, finalement, en fait, il y a un pont à créer entre l'enseignement classique, d'accord, et l'enseignement que les gens sont en train de faire au jour le jour. Alors, vous savez, par la distribution, ça, c'est malheureusement l'endroit qui est le plus compliqué. Parce que l'argent et la distribution, c'est là où il y a la rencontre entre les gens qui payent le ticket et puis le film a fini. C'est un endroit tellement dynamique, d'accord, tellement dynamique qu'honnêtement, je ne sais pas si Alice s'en souvient, vers la fin de ce premier cycle de formation, je disais qu'il faut qu'on intègre des changeurs dans la formation, dans l'école. Les gens qui changent l'argent tous les jours, d'accord, parce que c'est eux qui sont potentiellement des gens qui peuvent devenir des distributeurs. Des gens qui suivent le cours de l'argent tous les jours et qui savent où les gens vont dépenser, d'accord, c'est eux qui doivent décider du film qui va sortir. Entre guillemets, je pousse un peu loin parce que le distributeur, c'est dans la chaîne le seul qui a une passion du cinéma comme des joueurs de casino, d'accord, qui peuvent pas s'empêcher de jouer, ils ont ça, mais c'est aussi le seul qui est suffisamment rusé que pour faire dépenser les gens. Et voilà, ça c'est aussi ces gens-là. Mais mettre ces gens-là dans un auditorium pour qu'ils s'asseyent, je vais voir qui réussit à le faire. Donc, à cet endroit-là, c'est l'endroit où je pense qu'il faut vraiment que les enseignants aillent dans la rue, aillent au casino, aillent à Wall Street, dans ce monde-là, parce qu'en fait, c'est un endroit très dynamique, qui bouge tout le temps, tous les jours, comme la bourse. Donc voilà, c'est un peu. Mais c'est fascinant, l'Afrique, c'est que on va pas devenir comme l'Europe, ni même une petite Europe, mais quand ça se stabilisera, moi je pense, à un moment donné, on va intégrer tout ce monde-là pour créer un système qui aura sa vitalité et qui produira ces gens et qui produira aussi les films où les gens vont se battre pour payer, pour rentrer voir, quoi. On n'en est pas encore là, malheureusement. Merci. Je voudrais revenir sans polémique sur, en effet, qui vient former. J'entends bien ce que dit Mohamed, puisque j'y ai participé aussi aux formations à Madagascar. Mais il y a un moment où, quand on arrive sur des terres vierges, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui amène le déclic. Non, elles ne sont pas vierges non plus. Je ne suis pas d'accord Alors, avec ça. elles ne sont pas totalement vierges. Alors, ce que je disais ce matin, alors, elles ne sont pas totalement vierges, il y a quelque chose à faire, mais il y a un moment où il faut déclencher la chose. En Afrique, en 2002, quand Jean-Marie Barbe est arrivé, qu'est-ce que c'était le documentaire ? Oui, mais c'est quel type de documentaire ? J'ai dit que je ne voulais pas de polémique. Non, justement, mais non, c'est pas vrai. Parce que vous créez la polémique sans poser la question. Je voudrais finir par rapport. Non. Vous posez la question d'une manière qui, de toute façon, si on n'y répond pas, on accepte que vous avez raison. Je voudrais finir. Oui. La première partie, déjà, par rapport à la question, qui est de savoir, déclencher, mais avec quoi ? Déclencher sans prendre en compte l'histoire humaine qu'il y a eu avant, c'est là le problème. Mais je sais bien, mais non, là je parle sur le déclic. C'est pour ça que je voudrais finir, parce qu'en plus je défends ça. Contrairement à d'autres personnes avec qui je travaillais avant au sein d'associations. C'est encore très vif, comme vous pouvez le constater, ça va très loin dans les émotions. Non, mais c'est bien d'en parler, c'est bien d'aborder, justement, parce qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience à ce niveau-là. C'est très bien ce qu'ils ont fait en océan Indien, et on l'a pas soutenu, puisqu'ils l'ont décidé eux-mêmes. Mais en 2012, alors j'ai employé le mot terre vierge, mais il n'y avait pas de production et de réalisation documentaire à ce moment-là, comme il y en avait infiniment peu en Afrique en 2002, quand Jean-Marie Barbe est arrivé à Gorée, au Sénégal. Donc il a déclenché, il a donné l'envie. Alors je suis tout à fait d'accord, et c'est un débat qu'on a eu en interne, qu'il y a en effet des formateurs qui sont arrivés, et qui sont arrivés avec leurs sabots de néocolonisateurs et des producteurs aussi pareil. Mais par contre, ça a donné le déclic. Michael et Louve en océan Indien, s'il n'y avait pas eu ce déclic, ils n'auraient pas commencé. Tant mieux s'ils y sont arrivés. Je peux répondre ou pas ?
Non, je finis. Non, après, oui, je laisserai après, mais vous avez beaucoup parlé. On est là pour ça, pour. Non, on est là pour ça. On est voilà, Oui, mais je pose on pas- est venu de loin justement Non, mais je pose pas de questions. non, on est venu de loin aussi pour justement poser une parole différente. Oui, mais vous je prenez un l'entends, temps long mais ça fait pour là- poser une parole qui est problématique. Oui, non, mais Donc ne pas vous répondre même très rapidement pose un problème. Non, mais Alors je vous laisserai répondre. je vais terminer après. Je veux juste intervenir sur ce que vous dites, c'est que ok, vous dites que vous déclenchez qu'il n'y a rien avant. C'est un point de vue que je pense qui est erroné. D'accord ? Le problème du cinéma et la beauté aussi, c'est que ça demande des moyens économiques importants et structurels qui, pendant un moment, comme c'était un peu mis dans l'introduction, c'est que les Africains n'y avaient pas accès. Mais moi, je pense, personnellement, que la pensée était déjà là. Oui. Les gens étaient déjà en train de penser. Mais vous me direz, c'est fini. c'est ce que je Attendez, pensais attendez, Oui, je vous sais m'avez parler, d'accord. Donc, ok, c'est bien d'avoir le pouvoir de l'État et d'avoir le pouvoir économique, de pouvoir, ok, on amène le matériel et puis on prend ce pouvoir-là, mais au bout du compte, ne pas tenir compte de l'avancée des gens et de ce qu'ils veulent déjà faire, d'accord, est un problème. Et je pense que dans l'initiative dont vous parlez, d'accord, que j'ai un peu regardé de loin, mais voilà, je pense qu'aussi, c'est que c'est impossible de commencer quelque part sans que les gens qui soient déjà là soient d'accord avec vous. C'est impossible. C'est pas possible. C'est justement pareil du commerce tout à l'heure et l'échangeur, etc. C'est impossible de se dire, ah, moi, je vais déclencher quelque chose, mais les gens, les premiers à qui vous parlez, ils sont pas d'accord. Mais ils étaient pas d'accord. Ils étaient d'accord. Il est parti pourquoi? Pourquoi ils ont décidé qu'ils vont faire autre chose eux-mêmes? Mais tout à fait. Mais, voilà. mais Marcel, si Oui. j'avais pu aller jusqu'au bout de ma première... Non, enfin oui, Mais si, allez. mais si, restons dans la dialectique quand même, si possible. Oui. Mais non, justement, l'idée, c'était de passer à ce stade-là un moment. Ils l'ont fait, tant mieux, il s'en va, il ne veut pas discuter. Mais à ce moment-là, en effet, il y avait l'esprit, mais on est tout à fait d'accord là-dessus. Il manquait juste, alors, l'apport peut-être économique, en effet. Mais pourquoi attendre aussi longtemps pour passer à ce cap-là? C'est ça qui est un problème, Alors, en je fait. vais vous l'expliquer Or qu'il y a pourquoi. déjà des gens qui sont déjà actifs, d'accord? Et donc, voilà. Mais on parle de formation, justement. Oui, mais on parlait des ateliers Action de Kinshasa. Ok, en introduction, vous dites c'est que Super. on va adapter quelque chose qui va marcher pour les gens, mais les gens sont déjà en action. L'adaptation, c'est juste qu'ils sont en train de courir. On va vous mettre sur la ligne pour que vous couriez plus vite et mieux. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ça les ateliers Action de Kinshasa avec Congo en 4 actes, qui était aussi l'autre volet documentaire africain un peu différent. D'accord ? Le succès, je pense, est venu aussi de là. Ce qui nous a surpris, c'est que bon, ça marchait pour nous, ça va, on passe à autre chose. Mais en fait, il y a eu aussi une rencontre en festival. Vous parliez de la dernière étape où le public vient rencontrer les films. J'étais surpris de voir l'enthousiasme que les gens avaient pour ce que vous déclarez être comme on va déclencher quelque chose. Ces gens étaient déjà en action. Et en fait, l'apport que l'école a donné, matériel et un petit peu structurel, a permis simplement à des gens de raconter des histoires qui étaient déjà dans leur tête. Et c'est ce point de départ-là sur lequel je pense qu'on n'est pas d'accord, c'est que le courant artistique est toujours en continu. Mais si, on est d'accord. Et donc après, c'est que les gens, comme il disait, ils ont déjà en cinéma dans leur tête. La transformation n'est qu'une petite partie. Donc on déclenche. C'est quand même une... Si, c'est quand même... Alors, là, ça va. Il y a un temps, non, c'est pas comme à la télé, on n'a pas... Oui, mais bon, c'est important ce débat-là quand même, parce que... Mais c'est pas le seul, hein. Non, c'est pas le seul. Oui, il ne faut pas non plus monopoliser sur quelque chose qui a été rejeté aussi, hein, oui, et qui n'est pas... Oui. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous qu'en effet, il y avait un courant. Et alors, le déclic, il y avait, mais aussi, et ce que disent aussi les jeunes, alors Joël est arrivé un peu tard dans le circuit, mais les premiers qui sont arrivés là aussi, et si vous lisez certains textes de Cellou Diallo, par exemple, ils reprochaient à leurs anciens de ne pas avoir provoqué justement ça, de ne pas avoir pris conscience. Ils avaient d'autres problèmes. Ces premiers-là, on en a parlé, c'était des autodidactes, des gens qui étaient en train de survivre. Ils ont fait des erreurs, d'accord ? Et comme tout pionnier fait des erreurs. Donc, permettez-moi de faire mon travail qui est de vous contredire et de vous répondre, d'accord ? C'est-à-dire, ces gens-là, ok, toutes ces générations de gens, même dans la vie civile, même nos parents, tous ces gens qui ont été colonisés, ils ont subi des blessures qu'on ne peut même pas imaginer, d'accord ? Mais ils ont fait un premier pas qui est respectable, qui est de faire des films, qui, même s'ils ne l'ont pas traduit en action, ils avaient envie de transmettre.
ce dont on ne parle pas suffisamment, qui est un volet en soi, c'est que toutes les choses que beaucoup d'Africains font dans la transmission, ils ne l'assument pas, c'est pas public, mais moi je peux vous donner une liste de X cinéastes qui ont fait beaucoup de choses, qui ont participé à mon succès aussi. Mais bon, comme on peut pas le dire et qu'on a encore beaucoup de pudeur, mais donc voilà. Ces transmissions non assumées ont de la valeur aussi, d'accord? Ok, donc après maintenant, c'est là où on parle d'opportunités et de moyens. Celui qui arrive à faire un coup, c'est un peu ça, l'atelier action de Kinshasa, quand ces moyens se mettent en place, on redistribue un peu mieux que la génération d'avant, ça marche. Donc dans 10 ans, dans 20 ans, ceux qui viendront après moi, ils diront « Regarde Joe, il nous a même pas amené 5 millions de dollars pour faire un film. » Et ce sera légitime, parce que l'économie aura bougé à cet endroit-là. Et c'est comme ça. Est-ce que ça va, madame? Il y avait une question qui avait été posée avant, justement, par Dragos, qui peut être peut-être reprise autour de la question de la distribution et de l'économie de ce cinéma pour varier un petit peu le débat et ne pas le monopoliser sur une seule question. Moi, je peux parler de 2 choses très, très concrètes. Joël, il y a 4 ou 5 cinémas en Côte d'Ivoire. C'est 4 ou 5. Ils sont tous à Abidjan. Mais en salle de cinéma, il y a 4 ou 5 cinémas. Et le plus grand succès de ces dernières années, c'est 23 000 entrées. Ça, c'est un chiffre. Ça veut dire que si on doit rentabiliser un film avec 23 000 entrées, on ne fait pas un film cher du tout. Ça, c'est une première chose. Et puis après, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que quand je vais dans les maisons, dans les familles, il y a toujours la télé. Et c'est des telenovelas importées par les diffuseurs, alors voilà, de Brésil, etc., Mexique et compagnie. C'est TF1, c'est Canal+, et en fait, il y a tout un imaginaire. En fait, c'est là où, effectivement, sans revenir sur la question de la Terre Vierge, Jean-François, on pourra en parler après le débat, si tu veux, mais il n'y a pas de Terre Vierge parce qu'il y a des images qui circulent, et il y a tout un imaginaire, et puis en plus, si on a une analyse géopolitique des choses, ces images viennent de quelque part. Donc, voilà, je voulais juste poser ces 2 points. Qu'est-ce que je raconte avec ça? Je ne sais pas. Mais sur la question de la distribution, ce n'est pas une mince affaire, en tout cas. Parce que pour créer l'économie, c'est une question qu'on avait ce matin sur le débat de produire des documentaires aujourd'hui. C'était les diffuseurs, les chaînes nationales, souvent les chaînes d'État ou maintenant des chaînes privées. Quels sont leurs moyens pour s'engager dans de la coproduction ou dans du préachat de programme? Et ça, c'est l'audiovisuel. Mais là, on est dans des guerres économiques qui sont en cours depuis longtemps et puis qui se continuent. Mais c'est là où, effectivement, il faut armer des gens, parce que c'est cette question-là, la question de la distribution, la question de la vente et la question de la production. Pour ne pas se retrouver petit coproducteur dans un pays où il n'y a pas de soutien économique et où, du coup, on est forcément très minoritaire et donc, du coup, on perd tout et on n'a pas du tout de moyens de construire un outil de production. Et où les films seront vus aussi. Et où, oui, alors, parce que c'est important aussi que les films soient vus. Oui. Où est-ce qu'ils seront vus? Peut-être un cas pour le Congo, je peux dire. On peut bien mettre en place des formations sur la distribution, mais si déjà les salles en soi, on ne les a pas, et qu'il y a une meilleure façon aussi de générer un peu les entrées. Donc, c'est là où déjà ça cause un grand souci. Donc, pour moi, le plus important, ce serait déjà créer ces structures-là. Et les gens, pour y mettre l'argent, il y a des possibilités. Et voir les banques, voir les sponsors. Mais il faudrait déjà créer les salles. On a essayé avec les jeunes de les apprendre déjà à créer des projections un peu dans la rue, dans des espaces bien appropriés. Donc, où ils ont déjà ce feeling-là de projection. Et quelques-uns qui ont essayé de créer leur propre petite salle de cinéma. Mais je ne sais pas si c'est payant ou gratuit. Mais déjà, on sent cette initiative. Mais il faut juste pousser à ce que ça aille loin pour que les distributeurs, parce que quelqu'un ne va pas s'engager à mettre de l'argent où, bien sûr, on peut risquer de perdre, mais il faudra à un moment donné, tu investis ton argent sur quelque chose que tu sais tu vas récolter. Donc, pour moi, il faut déjà travailler à ce qu'on ait des grandes salles de cinéma. Et même s'il faut commencer par des petites salles, mais un peu élargir dans le pays, pas seulement voir qu'une ville, peut-être la capitale, élargir et passer l'info
remettre toute la population dans le bain du cinéma, parce qu'à un moment donné, comme Olivier l'a dit, les gens sont plus dans le novelas, ils sont plus dans le télé-réalité, un peu dans le Nollywood, qu'ils oublient qu'il y a plus à consommer. Donc, il faut vraiment qu'on puisse, de nous-mêmes déjà, essayer de voir comment, avec nos gouvernements, un jour peut-être le mettre en place. Et à ce moment-là, on peut bien penser à la distribution. Moi, en revenant un peu sur cette question, je me souviens de discussions qu'on avait eues avec Joe à un moment où on réfléchissait sur des actions de formation. Et dans cette direction-là, un souci qui s'était posé, c'était la formation des publics. Donc ça rentre dans le débat large des formations. C'est pas parce qu'il faut faire un lavage du cerveau, mais c'est-à-dire qu'il y a justement parce que les écrans, notamment commerciaux, sont un peu dominés par certaines images, notamment les reality, les telenovelas ou autres. Notamment pour ce qui concerne le cinéma documentaire, il y a souvent des partis pris. Au Nigeria, pays que je connais mieux, les gens ont tendance à dire que le documentaire, ce soit un truc chiant, produit par une NGO qui essaie d'avoir un objectif pédagogique, ou un truc d'une grande compagnie qui essaie de vendre un produit. L'idée du documentaire comme un produit esthétique et créatif intéressant est moins connu, et du coup ça pose un problème après pour justement la question de la distribution. Donc tous les programmes de media literacy qui sont souvent restés sous le papier, mais c'est des initiatives qui peuvent avoir un rôle très important dans la construction de cet écosystème où après le documentaire trouve sa place à la fois auprès d'un public plus jeune. Mais c'était à l'époque de nos discussions, c'était l'idée de démarrer des partenariats avec les écoles, par exemple, où les documentaires produits localement puissent aussi trouver une circulation dans les écoles locales pour que le public jeune se forme déjà à la qualité de ce genre de production et à leur intérêt. Après, c'est vrai qu'avec l'Internet, désormais, les gens consomment tout plein d'autres choses et parfois aussi de documentaires. Et parfois, on est surpris de trouver dans les marchés d'Abidjan ou de Kinshasa des combos de compilations qui en fait sont pleins de documentaires selon des thématiques. Donc en fait c'est aussi un objet commercial, mais souvent c'est pas des documentaires africains. Voilà. Donc voilà, mais c'était juste pour ouvrir la discussion. Juste pour compléter, évidemment, l'autre lieu de bataille, c'est l'école. Ceux qui sont âgés, c'est trop tard. Là où, dans les partenariats avec l'État, qu'on peut faire avec les États étrangers, c'est la reconquête de l'école. C'est vraiment donc, dans les étapes suivantes, de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on va faire après ? Après, c'est commencer à travailler avec des enfants qui ont 12-13 ans. La projection régulière, le documentaire, peu importe la formule, parce qu'évidemment, les structures d'État ont accès à des ressources quand on mobilise tous les États qu'un privé n'a pas. Un privé, il a l'énergie, il a la force très rapide pour des points très précis, mais là où il n'y a pas de gain rapide, vous n'amènerez pas un privé. Vraiment, il faut un philanthrope qui ait vraiment des millions au bord de la mort et qui soit plein de... Mais c'est rare. Et donc, là, c'est là où, en fait, on se dit, non, en fait, il y a un endroit, il faut, en tant que privé, vous trouvez l'argent privé, vous avancez, ça marche, mais il y a un endroit, il faut ramener l'État pour reconquérir les écoles, pour reconquérir l'espace public, pour reconquérir des gens qui, en fait, ne savent même pas qu'ils pourraient aimer. C'est ça, en fait, la chose, c'est de se poudrer, et se rendre compte que, non, moi, j'aime ça. Et donc, pour les formations aussi, c'est bien ce que vous avez dit, tout le monde veut devenir réalisateur, mais quand on fait 4 ans dans une école, d'accord, on se découvre soi-même, avant tout. Donc, oui, on veut être réalisateur, mais celui qui est caméraman de nature, il va être attiré par la caméra. Ça va se voir. Celui qui va découvrir les sons, parce qu'en fait, c'est aussi l'éveil du son, l'éveil du langage, les monteurs. Oui, ils veulent commencer comme réalisateurs. Et puis 10 ans plus tard, vous les voyez, voilà. Ça, c'est quelque chose que l'Occident a, que nous n'avons pas. On n'a pas les structures ni le temps à donner aux gens pour qu'ils découvrent qui ils sont vraiment. Et c'est ce qui va être leur identité professionnelle pendant une grande partie de leur vie avant qu'ils ne changent. Donc voilà, ça c'est un peu les points de jonction où on peut, entre guillemets, avec des structures d'État internationales, trouver des endroits de collaboration et d'avancer.
Mais je pense aussi que par rapport aux écoles, il faut vraiment intégrer la dimension éducation à l'image. Bon, ça s'est fait vraiment bien en France. Ça, c'est une expérience dont il faut s'inspirer. Collège au cinéma, lycée au cinéma, des réalisateurs qui peuvent aller présenter leurs films aux élèves, discuter avec eux. Voilà, ça c'est, je pense que c'est une piste à explorer et à mettre en pratique, quoi. En tout cas, amener les ministères d'éducation nationale, les rectorats, etc., à intégrer le cinéma dans les écoles. Bon, maintenant, avec les outils numériques, c'est quand même, comment dire, c'est accessible. On peut bien permettre aux élèves dans une classe de visionner un film et d'en discuter avec le réalisateur qui est invité, etc. Voilà. Mais ça, c'est des choses qui peuvent se faire, quoi, pour développer l'éducation à l'image. Oui, pour ajouter ce que vient de dire Dragos, c'est que concernant l'éducation à l'image, c'est quelque chose de tellement important, au fait, aujourd'hui, pour moi, qui est tellement important pour, par exemple, la Côte d'Ivoire, que si les politiques africains décident de le faire, c'est se tirer une balle dans le pied ou dans la tête, au fait. À quel moment on accepte d'ouvrir les yeux du peuple qui, au travers des films, soit documentaires engagés, des films d'éveil de conscience, cette population va prendre conscience et du coup sera moins dupe lors des élections. Ça ne peut pas venir des politiques, c'est impossible. Et c'est comment on contourne les politiques, on ne les affronte pas, comment on les contourne pour pouvoir organiser ça. Et hier, il y a l'une des productrices camerounaises qui disait qu'elle a un vidéoclub, c'est dans ce sens au fait. Et tout ça aussi, ça fait partie de ce qu'on appelle autodidacte. Il y a des autodidactes déjà, je dirais, du regard du film au fait. On est tous autodidactes parce qu'on a nos premiers pas quelque part. Même quand tu suis un conte, c'est imagé, même si c'est oral, le conte, il est imagé, par exemple. Quand tu regardes ton oncle tailler une sculpture pour faire un tam-tam, c'est imagé parce que tu gardes ça visuellement en esprit. Et demain, quand tu deviens cinéaste, tu as été autodidacte là. Et là, tu deviens praticien. Et tu es dans une autre forme de ton école, au fait, qui est la pratique. Et pour finir sur les propos de Dragos, on a besoin de vraiment une éducation à l'image. Moi, je quitte la Côte d'Ivoire, je viens à Bordeaux, je fais des tours dans des écoles primaires pour parler de mes films, moi qui ai une trentaine d'années. Et je dis, attends, je parle de mes films avec ceux qui ont l'âge de mon fils, pendant que mon fils n'a même pas accès à mes films, peut-être. À part qu'il est mon fils, donc du coup, il le voit, mais si ce n'était pas le cas, il n'allait jamais avoir accès à mes films. Et ça, c'est très important de commencer à éduquer. Et si on veut changer les choses, c'est depuis la racine. Il faut commencer. OK. Moi, j'ai une question, peut-être, pour compléter tes propos, Joël. Il y a sûrement, quand même, en Afrique, des associations, des acteurs du cinéma, des écoles qui œuvrent dans ce sens-là, de l'éducation à l'image, qui est cumulée aussi à de l'éducation à la citoyenneté, sûrement. Et sûrement, on n'attend pas les politiques parce que on le sait de plus en plus que la politique se structure par le mouvement du bas, par la société, d'abord pour arriver au plus haut du sommet de l'État, de plus en plus en tout cas, j'espère. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire part d'expériences de ce type sur le terrain, d'associations, d'acteurs en Afrique qui œuvrent dans le sens de l'éducation à l'image ? Au Burkina, par exemple, il y a le cinéma ambulant qui existe au Burkina, au Togo, en Côte d'Ivoire, qui essaie de... Ouais, c'est ça, le cinéma numérique ambulant, qui essaie d'aller de village en village. Mais là, par faute de moyens, par faute... Aussi, il faut dire qu'en Afrique, on n'a pas encore perçu le sens du bénévolat, au fait. Et c'est normal parce que aussi, faut chercher de quoi vivre pour être bénévole. Tu n'es pas bénévole. Chez nous, on dit, il y a un proverbe qui dit, le sac vide ne peut pas s'arrêter seul. Il faut qu'il y ait quelque chose dedans dans le sac pour qu'il puisse tenir droit. Et du coup, les gens ne durent pas dans le bénévolat. Et c'est comme ça que le cinéma ambulant numérique commence à... Je pense au Burkina, ça existe, mais en Côte d'Ivoire, ça rame un peu. Au Togo, ça bouge pas mal. Et il y a les cinomades au Burkina qui bougent bien, qui a commencé une formation d'éducation à l'image cette année, qui a eu pas mal d'actions. Il faut dire qu'il y a des gens qui sur le terrain, se battent
tant bien que mal pour faire exister les choses. Mais c'est peu, au fait. C'est très peu. Parce que, à part la capitale, si c'est pas Ouagadougou, c'est Bobo Dioulasso, mais c'est pas Fada, c'est pas Pau. Tu vois, le continent est vaste et il y a de la population et du coup, elle est très jeune. Il faut qu'on soit quand même nombreux à faire ce mouvement pour qu'on puisse impacter, je dirais, un tant soit peu sur ce système, quoi. C'est que Il y je a peux aussi rajouter... un nouveau il y a un nouveau programme qui a été... Excusez-moi, monsieur, vous pouvez compléter. C'est que je peux compléter tout ce qui est projection, salle de cinéma et autres. Avec Congo en 4 actes, on a essayé de faire un test après, et où on a envoyé les 4 réalisateurs d'organiser des projections un peu partout dans le pays, pour ne pas dire qu'à Kinshasa. Et déjà, faire voir les films à ces différents protagonistes qui ont participé dans les documentaires. Parce que pour nous, c'était important que les gens puissent voir leur propre... se voir en miroir. Et c'est ce qui manquait un peu pour la population. Souvent, on fait des documentaires, on fait des films, mais c'est seulement pour l'extérieur. Donc, nous, le but numéro 1, c'était d'abord que ça soit vu par les Congolais, que ça soit consommé local. Et on a essayé d'organiser pas mal de projections. Et à la fin, on a essayé de créer des petits moments de discussion avec ces personnes. C'est là où tu sens qu'ils se sont mis devant une situation où ils ont découvert les conditions dans lesquelles ils vivaient. Et ça, c'est aussi un éveil. C'est une façon aussi de faire voir aux gens les conditions, la situation dans laquelle ils vivent. Ce n'est pas seulement pour l'étranger, d'abord, c'est pour nous-mêmes. Et pour moi, c'est important de continuer dans ces systèmes. N'est pas seulement attendre d'avoir des belles salles, mais organiser là où on peut des projections un peu partout. Et pour moi, c'est important à la fin, toujours avoir ce moment-là d'échange pour comprendre un peu qu'est-ce que la personne a pu comprendre en se voyant un peu de l'autre côté, qu'est-ce que ça lui apporte et qu'est-ce que ça peut déclencher en soi. Et ça avait bien marché. Et la majorité aujourd'hui continue à créer des petits festivals, des petites rencontres où ils font les projections de leurs films. Et pour moi, c'est un point de départ. C'est ça qui peut déclencher plus tard à avoir des grandes structures pour des projections. Mais commençons petit et après on pourra grandir. J'allais dire, il y a le projet Impala qui se développe en ce moment, qui est financé par l'AFD. Ce sont les ateliers Varan qui, suite au travail qu'ils ont fait en Afrique pendant plusieurs années, ont repéré des structures qui faisaient déjà de la diffusion de documentaires ou de films ou de courts-métrages. Et là, ça va se développer dans les milieux scolaires et universitaires. Et donc, énormément de documentaires africains vont être diffusés dans ce cadre-là, et avec des budgets aussi pour organiser les projections et même, normalement, payer les droits des films aux producteurs africains, en espérant que ça revienne aux Africains. Donc, c'est quelque chose qui doit être lancé sur 3 ans à partir de septembre, avec Clarisse Mavouda à Kinshasa, avec Bawa au Niger, au Sénégal. Enfin, il y a 7 pays en Centrafrique aussi, où il y a tout un programme qui est développé pour l'éducation en milieu scolaire et universitaire. Je peux compléter. Alors, je vais compléter là-dessus. C'est très bien sur le papier. Pour ceux qui ne savent pas, d'accord, pour ceux qui viennent ici pour découvrir et vous découvrez les gens, la raison pour laquelle quelqu'un comme moi décide de se lever et de faire une école, c'est justement contre ces programmes-ci, en fait. Ça veut dire, c'est que on a des gens qui ont accès au pouvoir et donc on va prendre l'argent parce qu'ils sont français ou ils sont européens et puis ils ont des fonds, etc., etc. Et en fait, on crée une légitimité locale qui n'en est pas une. Donc, ça veut dire, c'est qu'il y a plein de gens qui veulent faire du cinéma. Et puis là-dedans aussi, il y a des gens qui ont plus de légitimité que d'autres parce que c'est un travail, c'est un engagement, etc., etc. Et ce qu'Arly vous a expliqué tout de suite par rapport à Congo à 4 actes, c'est un petit peu
des cinéastes, ils font des exercices qui deviennent des films, succès, les gens s'enthousiasment. Et donc, quelqu'un de la société civile, avocat, qui s'enthousiasme de se dire on va montrer des films aux gens, en fait on regarde qu'il y a une interaction avec des jeunes qui se rendent compte que ah oui, on devient des citoyens, le cinéma a ce pouvoir citoyen, on a quelque chose de spontané qui se met en place, d'accord ? Et puis la force économique de le poursuivre, bon, c'est déjà bien d'avoir envoyé un peu des gens dans différents pays, mais quand on va par exemple au bureau Banque mondiale ou d'autres, on dit vous voyez c'est en train de marcher, on va faire plus grand, en fait il se ferme. Et là vient la question du politique, peut-être, je n'ai pas la réponse, à dire, tiens, en fait, quand il y a une possibilité que des citoyens pas contrôlés ou dans des initiatives seuls se mettent en place, ils n'ont pas ça. Et donc, vous avez une réponse, programme, de se dire, ah, on va faire ça, voilà tel nom, etc., qui, en fait, par rapport à la personne que vous parlez pour la RDC, qui est un cas que je connais bien, n'a pas de légitimité. Et donc, ça, c'est le schéma qui a été là, le schéma post-colonial qu'on a trouvé. D'accord, grand nom, Atelier Varan, mais en fait, au bout du compte, par rapport au désir des gens du Congo de faire des films, ils ne recrutent pas ces gens-là. Ils recrutent des gens spécifiques qui correspondent à des profils qu'eux viennent voir, et donc on crée une légitimité. Évidemment, vous faites ça pendant 10 ans, avec la force économique, ces gens-là vont devenir. L'autre modèle qui existe, c'est donc le modèle citoyen dont vous parlez. Avant Congo en cataracte et tout ça, le premier film qu'on a fait, c'était un film sur le VIH-Sida. J'ai été surpris de voir une dame qui elle-même, qui travaille dans un bureau, etc., qui tous les week-ends partait, elle nous a demandé le film qu'on a donné, tous les week-ends partait organiser des projections qu'elle organisait elle-même dans des écoles avec des gens. Pour le sida, le VIH était la chose pour laquelle elle se mobilisait, mais son énergie, c'est qu'elle a fait je ne sais combien de projections. Et donc, ça, c'est le contre-modèle de ce qui est proposé. Donc maintenant, la bataille, pareil, c'est se dire, bon, si je vais chez l'État, les États ont leur circuit, d'accord, mais peut-être qu'il y a une partie de l'État, ou il y a une partie de l'État et des privés qui vont légitimiser d'autres gens. D'accord ? Donc, c'est là où, en fait, un peu comme dans le choix de l'enseignant et de ce qu'il va enseigner, d'accord ? C'est de se dire, OK, on n'aura pas tout l'État, mais il y a des branches citoyennes qui peuvent se connecter à d'autres branches citoyennes. Et si on parvient à créer ce courant-là, d'accord, qui sera beaucoup plus fort que ce qui est là, d'accord, là, on va vraiment avoir quelque chose par rapport à le déclenchement de ce qui sera plus tard à distribution et de ce qui permettra aussi de faire émerger des gens qui ne sont pas dans le programme préétabli, qui sont en fait dans un mode contemporain et qui vont réécrire l'Afrique différemment. Voilà. Qui est d'autre, oui. Alors moi, je voulais remercier déjà tous les acteurs de développement socio-culturel, en tout cas. Le monsieur déjà, en l'occurrence, qui est déjà là. Parce qu'en fait, je pense qu'à un moment donné, elle l'a dit tout à l'heure, il y a en Afrique, peut-être certains pays, d'autres. Nous, au Sénégal, on ne se plaint pas. Le cinéma, maintenant a beaucoup avancé. Mais ce n'était pas le cas il y a quelques années derrière. Donc, il y a eu des personnes qui sont venues, qui nous ont aidés. Bien sûr qu'il y en avait quelque chose déjà. Mais moi, toutes les personnes qui, ici, par exemple, en Europe, quand je vois des gens qui sont, comme par exemple l'Institut des Afriques, qui a organisé cette manifestation, que je vous remercie et je vous salue aussi parce que ça nous a permis de voir un peu des problématiques du cinéma africain et aussi de trouver des solutions, bien sûr. Mais écoute, moi, je tenais vraiment aussi à remercier vous, les pionniers, qui prenez votre bâton pèlerin de venir en Afrique nous aider, de faire des choses que c'est nos gouvernements qui devraient le faire et ils ne l'ont pas fait. Moi, je suis quelqu'un, j'attends rien du n'importe quel gouvernement de quiconque. Parce que moi, en fait, c'est comme ça que je vois les choses. C'est que c'est à nous, Africains, déjà, de prendre les initiatives et commencer les choses. Maintenant, on ne ferme pas les portes aux autres qui arrivent nous aider. On les remercie et on est très reconnaissant là-dessus envers eux. Donc, du coup, je remercie tout le monde qui a... Par exemple, quand je rencontre des personnes qui ont des bénévoles qui quittent ici, aller là-bas faire des actions civiques de ce genre-là, moi, c'est des choses qui me touchent profondément. D'ailleurs, j'organise une soirée de gala où il y aura des cadeaux, des trophées de gratitude que je vais attribuer aux organismes qui ont déjà fait des actions en Afrique. Donc, des choses comme ça. Mais en même temps, je reviens pour dire que
C'est aux Africains pour parler de ce problème de distribution. On a un problème majeur qui est interne. C'est quoi? C'est que c'est l'union qui fait la force. Il faut absolument qu'on essaye de trouver des solutions ensemble pour décanter la situation africaine. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête de penser que c'est l'Occident ou l'Europe qui va venir nous aider à tout faire. Et qu'est-ce qui vous fait croire que ce n'est pas déjà en cours? Non, mais justement, heureusement que c'est en cours. Non, mais c'est ça. Qu'est-ce qui vous fait croire que ce n'est pas déjà en action? Parce que ça y est, en action, justement. On en a parlé. Non, parce que vous répétez ce que monsieur dit, et un peu ce courant de pensée qui a été corrigé plus tôt. On vous dit, c'est que l'erreur de pensée qu'ils avaient, c'est de penser qu'il n'y a pas un courant qui est en action. Si, il y a quelque chose en action. Donc, alors quand vous dites qu'il faut que les Africains s'unissent, d'accord, mais pourquoi vous vous posez encore cette question-là? Si vous ouvrez les yeux, l'unité est déjà là. La question, c'est que maintenant, on se rend compte... Non. Ne tournez pas la tête comme ça. Non, ce qu'il y a, c'est que la question, c'est qu'on se rend compte, c'est qu'on est tellement différents. D'accord. C'est qu'il faut tellement de travail que pour, ne fût-ce que, même pas la tribu à côté, ne fût-ce que le quartier à côté, de se mettre ensemble et de trouver les lois pour que ça fonctionne, c'est là qu'est la bataille. Et donc, c'est ça, on se dit, ah oui, effectivement, on a été rassemblés sur des choses, nous adorons tous ce panafricanisme, c'est une formidable idée, l'Union africaine c'est une formidable idée, mais faire fonctionner au réel, générer de la compétence, que harmoniser les gens, faire des lois, c'est là où on est. Donc l'Union est déjà en cours. Donc il ne faut pas ramener des questions dépassées qui en fait freinent tout le monde. Il faut qu'on court vers les choses qui vont nous amener devant. Et moi je vous invite, tous ceux qui... les jeunes qui sont en train de réfléchir, plongez directement. Vous allez trouver des gens qui font des choses extraordinaires. Même si c'est pas encore, ils n'ont pas la grande gueule, on va dire, autrement, mais l'efficacité, elle existe. C'est clair. Là-dessus, c'est la même... Bon, maintenant, c'est le modérateur qui va... Je voulais juste terminer parce que vous m'avez coupé la parole, en fait. Donc non, parce que ce que vous dites on peut pas tolérer, écoutez. Donc, vous m'avez pas compris. Si je vous ai compris. On a parlé plusieurs fois, mais ce que vous dites est intolérable. Donc, à un moment donné, si on est... Qu'est-ce qui est intolérable? L'Afrique doit s'unir et avancer. C'est déjà en train de se faire. Je termine là-dessus, parce que nous, au Sénégal, actuellement, les producteurs qui sont en train de construire des maisons de cinéma, c'est pas l'État. C'est des amis à moi que je connais, des personnes qui viennent investir leur argent. C'est des Sénégalais déterminés, motivés, qui se sont démerdés et qui sont même pas dans le monde du cinéma. Et aujourd'hui, tels que El Hadj Ndiaye, tels que Akon, ils sont en train de construire des trucs qui n'existent même pas actuellement aux États-Unis, je peux dire. En fait, c'est ça, ce que je veux dire. Ça veut dire que là où on parle dans la même direction, ça veut dire qu'actuellement, c'est à nous, chaque Africain, d'apporter sa pierre à l'édifice, mais de ne pas attendre que quelqu'un d'autre... Moi, c'est là où je parle, en fait. Tout ça, c'est ça qui va faire que c'est l'union qui va venir en force. C'est que chacun doit apporter déjà sa pierre à l'édifice à son niveau. C'est là où je parlais, en fait, et je vous remercie. Bon, le temps imparti à ces échanges arrive à leur terme. Bon, le débat n'est pas clos. C'est quand même une problématique qui est importante et qui doit se poursuivre dans les échanges, dans les activités, et puis aussi continuer de voir les films. Parce que se former aussi, c'est regarder les films. Je me souviens à une édition du FESPACO, il y avait un masterclass de Abderrahmane Sissako, réalisateur bien connu. Et puis quelqu'un dans le public lui a dit, lui il a fait l'école de cinéma de Moscou. Il lui a demandé, comment tu as appris à filmer quand tu étais là-bas à l'école? Qu'est-ce qu'on nous a appris? Il dit la première année, le programme c'était de regarder des films. Parce qu'ils estimaient que dans la formation d'un cinéaste, il faut qu'il apprenne à voir ses dévanciers, à voir des films. Il dit que lui, il a tellement vu des films à sa première année que à la fin, il était tellement épuisé, il n'allait plus dans les salles de cinéma, quoi. Mais ça nourrit le regard. Ouais. Voir comment on filme, voir comment tel réalisateur construit ces histoires, comment il les amène à l'écran, etc. Voilà. Et je pense que dans la formation,
Mais ça veut dire que les jeunes cinéastes, les jeunes qui aiment le cinéma d'Afrique, il faut qu'ils regardent les films faits par les réalisateurs africains. Parce qu'il y en a qui démarrent, mais ils oublient qu'il y a eu avant eux, depuis la fin des années 50, les années 60, etc. Mais il faut voir les films aussi faits par eux. Et ça contribue aussi à la formation et à la connaissance de multiples facettes de nos imaginaires, de nos cultures et des regards, quoi. Voilà. Et c'est tout l'objet du film qui sera projeté à 16h30. Donc là, on va faire une petite pause et revenir. Le film Faire part, qui résume ce que vient de nous dire Dragos, réalisé par un collectif de jeunes réalisateurs congolais et belges, qui questionne la façon dont les jeunes souhaitent représenter la société et l'espace public à travers l'image. Donc c'est une formidable invitation, un vrai faire-part, à voir la société à travers les yeux de ces jeunes. À tout à l'heure.